on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en tant que blanc minable que nous sommes, en tant que débile blanc minable que nous sommes, nous allons écouter une vidéo de science trash. Quelle est la couleur du ciel? Un roi avant de mourir vous demande « Fais-moi voir le ciel dans toutes les couleurs imaginables ». Vous êtes un peu perdu, je peux lui montrer le bleu, l'orange ou le rouge d'un magnifique coucher de soleil, mais ça s'arrête là. Ou pas. Voici toutes les teintes que peut prendre le ciel. À peu près sûr que vous n'avez jamais vu certaines d'entre elles. Et pour cause, il y a besoin de conditions très particulières. Est-ce que le roi les verra tout avant son trépas? Est-ce que certaines couleurs sont impossibles? Est-ce qu'on pourrait en créer de nouvelles grâce à la science? Aujourd'hui, on découvre toutes les couleurs du ciel. Le ciel n'est pas vraiment bleu. Si on peignait toutes les routes en bleu, on verrait comme en plein jour pendant la nuit aussi. C'est pas tout à fait ça. Même les plus grands scientifiques ont galéré pour trouver la réponse. Pour Aristote, l'air se comporte comme l'eau. Quand il n'y en a pas beaucoup, elle est transparente, mais en grande quantité, elle devient bleue. Pour Léonard de Vinci, c'est l'humidité. Chauffée par le soleil, elle se transforme en particules imperceptibles, attirant la lumière et devenant plus lumineuse que la noirceur de l'espace. Il était sur la bonne voie, mais pourquoi bleu? Aucune idée. Newton aussi est passé à côté, alors que son expérience du prisme lui a donné la pièce manquante du puzzle. Si on a réussi à percer le mystère, c'est grâce à lui. Comme le bras droit de Goldie Roger, le seigneur des pirates. Rien à voir. Il s'inspire d'un explorateur anglais. Lui, il a découvert le mécanisme de diffraction de Rayleigh. La lumière existe. On est déjà 1 minute de vidéo correcte, 1 minute 15, j'ai toujours rien compris. Sous forme de particules et d'ondes. J'arrête Sous de la mettre deuxième, trop de elle vidéos. forme un signal. L'écart qui sépare deux pics, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Si elle croise une particule plus petite que cette distance, elle va lui transmettre de l'énergie. La molécule se met à osciller, comme un bouchon au milieu de l'eau. Vous le savez, la lumière blanche, c'est un mélange de tout l'arc-en-ciel. Chacune avec une à longueur d'onde l'école. différente. Donc, elles vont avoir plus ou moins d'effet Et, sur une même particule. on vient Plus une passer couleur pas a de censé l'affinité version avec, proche. plus elle va être absorbée, disparaissant petit à petit des rayons du soleil. Et grâce à une petite formule toute simple, on vous épargne les détails, on se rend compte que les plus touchés, c'est elles, 10 fois plus que les autres. Je vois pas le rapport, on a perdu 2 couleurs dont celle qui nous intéresse. Comment ça se fait qu'on la voit alors? Parce que l'univers déteste les trop-pleins d'énergie. Les oscillations sont justement là pour la libérer. Et devine quoi? Pile poil à la même fréquence que celle qu'elles ont reçue. Le bleu et le violet sont de retour, à une petite différence près. La lumière du soleil suit une ligne droite, de notre étoile jusqu'à nous. Mais là, elles les mettent dans toutes les directions. Elles inondent le ciel de cette couleur. C'est pour ça qu'on voit que ça. Vous pouvez même faire l'expérience chez vous. Un aquarium, une lampe, de l'eau et du lait. Les graisses vont avoir le même effet que notre atmosphère. De face, la lumière blanche paraît jaune, comme notre soleil quand on le regarde. Mais sur le côté, tout le liquide semble bleu. Un écran géant ne projetant qu'une seule couleur. Enfin, techniquement, deux. Le ciel qu'on voit est bleu-violet, mais on s'en rend pas compte. Il est à la limite du spectre visible, et on y est très peu sensible. Certaines personnes ne perçoivent même pas, et je vous parle pas de daltonien, hein. Celui qu'on voit dans la vie de tous les jours est juste un mélange de rouge et de bleu. C'est notre cerveau qui interprète ça de cette couleur. Pareil pour le ciel nocturne. Pas vraiment noir, mais légèrement bleuté. On s'en rend seulement compte quand il y a suffisamment de lumière, en été ou durant une pleine lune. Et les autres couleurs alors? Genre les levées et couchers de soleil, on est sur du rouge-orange? Même principe, la différence, c'est l'angle. Comme il est plus bas, il traverse une plus grande couche d'air. Plus aucune lumière bleue n'atteint vos yeux. Changer la composition donne aussi d'autres résultats. Plus l'humidité augmente, plus la couleur devient laiteuse. Les gouttes d'eau sont bien plus grosses que des molécules. Elles diffractent toutes les couleurs de manière équitable. Elles restent blanches. Et c'est pareil dans tout l'univers. Prenez Mars. Là-bas, c'est l'inverse. Une teinte orange et laiteuse toute la journée, mais des levées et des couchers de soleil qui tirent sur le bleu. Tout ça à cause d'une atmosphère plus fine et différente, chargée en poussière. Beaucoup plus efficace que notre air pour diffracter la lumière rouge. Comment avoir un ciel vert fluo et rose fuchsia? Je trouve rien, il est vide ce sujet. Cherche ailleurs. Alors, t'es peut-être pas au courant, mais Internet, c'est un grand réseau qui connecte les gens du monde entier. J'ai accès à absolument tout depuis cette toute petite boîte. Mais c'est pas possible, active CyberGhost VPN. On n'a jamais accès à la totalité du web. Les moteurs de recherche filtrent les réponses en fonction de la région où on se trouve, pour proposer dans 45 jours. Clique sur le lien pour en profiter.
Faites-vous partie des chanceux qui ont pu voir ça. Des aurores boréales en France, extrêmement rares. À quoi on le doit? Les éruptions solaires. Elles balancent d'immenses quantités de particules dans tout notre système. En arrivant jusqu'à nous, elles percutent la magnétosphère, notre champ de protection. La plupart sont repoussées sans problème, mais certaines sont prises dedans. Elles remontent les flux magnétiques jusqu'au pôle, percutant les molécules de notre atmosphère en chemin. Ça va leur transmettre beaucoup d'énergie. Et on vous le disait, l'univers aime pas ça. Alors pour s'en débarrasser, l'oxygène et l'azote émettent des photons. Ça crée même un petit crépitement. Oui, les aurores font du bruit. Vous avez une idée d'application web révolutionnaire? Donnez-lui vie avec Hostinger Horizon. Pour commencer, dites à Horizon. En fonction de la molécule et de la concentration, les couleurs peuvent varier. Rouge à très haute altitude quand la couche est très pauvre en oxygène, vert un peu plus bas quand la teneur augmente, bleu quand l'azote devient majoritaire, mais en regardant bien, on peut même voir d'autres teintes, du jaune, du rose ou du violet, tout dépend des gaz c'est présents. beau. Certaines sont même ultraviolettes, visibles uniquement avec des caméras spéciales. Cette année, c'était le pic de l'activité solaire, son maximum pour les 11 prochaines années. C'est pour ça qu'on pouvait les voir si loin des pôles. Et c'est pas la Oui, première c'est fois. bâtard, En 1859, on a enregistré la plus grosse Je crois éruption de que c'est l'histoire, bâtard. Carrington. Ça a chargé l'air en électricité, Et l'autre, tous les c'est appareils Einstein. électriques de l'époque partaient en vrille. Ça, En même temps, il y avait que des télégrammes. Ça ferait bien plus de dégâts peur de me aujourd'hui. tromper, hein. Je Peut-être, pense mais que c'était c'est déjà parce que suffisant c'est pour bâtard. envoyer des décharges aux opérateurs. Les communications fonctionnaient même une fois les batteries des appareils débranchées. Certains pylônes balançaient tellement d'étincelles que ça a mis le feu à des bureaux. Mais il y a aussi des bons côtés, on pouvait voir des aurores jusqu'au sous les tropiques. Eh ben, il aurait des éruptions 10 à 100 fois plus puissantes tous les 150 ans. Imaginez à quoi pourrait ressembler le ciel à ce moment. Partout dans le monde, il y aurait juste à lever le nez pour les admirer. Aussi. Les couleurs que vous n'avez jamais vues. Un ciel couleur sarcelle, c'est ce qu'on pouvait voir en juillet 2022 au-dessus de l'Iowa. Ça a beaucoup fait parler. Des produits chimiques dans l'air, un ovni caché dans les nuages. Ça pourrait être une réfraction sur les plantes? C'est vrai, tout ce qu'on voit émet de la lumière, en absorbant celle du soleil et en rejetant une partie, la couleur qu'on observe. Oui, oui, les plantes émettent de la lumière verte, mais c'est bien trop faible. Impossible que ça se reflète sur des nuages à 3 km d'altitude. En plus, c'est pas tout à fait la même teinte, et on a déjà observé ça au-dessus de zones complètement arides. Il y aurait une aurore à l'intérieur Les gars, du je nuage? reviens. Impossible. Tu viens de le dire, elles ont lieu à des centaines de kilomètres du sol. Là, on est dans la couche la plus basse, la troposphère, à peine 8 à 15 km d'altitude. Même si c'était le cas, il y a trop de particules à ce niveau. Elles se percutent en permanence, se transmettant le surplus d'énergie sans créer de protons. On a aussi pensé que c'était la faute des nuages. Quand vous voyez des montagnes au loin, elles ont l'air bleu foncé. Plus on se rapproche et plus elles prennent leur vraie couleur. C'est à cause de la diffraction de Rayleigh et de la distance qui nous sépare. Et ben, il ferait pareil, tellement épais et dense qu'il nous donne l'illusion que le ciel est vert. Sauf que le mystère est ailleurs. Ce phénomène apparaît seulement au milieu ou en fin de journée, quand la quantité de lumière bleue qui atteint vos Les gars, j'étais yeux juste à est au côté, plus hein, bas. je suis juste Maintenant, à il faut aussi côté. se débarrasser des couleurs chaudes. Et pour ça, on a besoin je d'un vais commencer à orage. prendre À sur l'intérieur, l'orage. une Je vais infinité de mettre un gouttelettes côté d'eau, roux de pour glace essayer ou de dormir. grêle en suspension. Elles laissent traverser la lumière, mais en c'est- gardent un c'est petit pas morceau à chaque une fois. moquerie, Leur hein, plat je préféré, regarde la le vidéo. rouge et le orange. Ça peut aussi arriver dans d'autres cas de figure, genre une énorme explosion volcanique, comme celle de 1883, l'éruption du Krakatoa, 10 000 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. L'onde de choc a fait 7 fois le Moi, tour je du vais globe. chercher un Ça truc reste à le manger, bruit je le plus reviens. puissant sur Terre jamais entendu. À 160 km, à Batavia actuelle Jakarta, c'était comme être à côté d'une fusée au décollage, aucun tapant n'en sort indemne. En quelques heures, il a projeté dans les airs des tonnes de sulfate, hyper efficaces pour se débarrasser du rouge, colorant les levées et les couchers de soleil en vert pendant des mois. C'est pas le seul événement hors du commun que ça a déclenché. La même année, on voit ça. Un ciel nocturne devenu bleu électrique, des nuages noctulescents. S'ils ont cette couleur, c'est parce qu'ils sont formés dans la couche la plus haute de notre atmosphère, la mésosphère. Bon, techniquement, il y a la thermosphère et l'exosphère au-dessus, mais là, on est déjà dans l'espace. C'est la zone la plus aride de notre globe, 100 millions de fois plus sèche que le Sahara. Même pas assez de molécules d'eau pour qu'elles puissent entrer en contact. Sauf quand un volcan en balance des tonnes. Et avec les moins 134 degrés Celsius qu'il fait là-haut, oubliez les gouttelettes habituelles. Là, c'est des micro-cristaux de glace qui se forment. Comme ça, au milieu du vide. Non, ils ont un support. Elles cristallisent autour de poussière ou de particules de fumée d'astéroïdes, donnant naissance aux nuages les plus hauts de notre monde.
et les plus bizarres aussi. Quand le soleil se couche à l'horizon, la nuit tombe, mais ils éclairent toujours l'autre côté du globe. Avec la courbure de la Terre, sa lumière les atteint par en dessous. C'est ça qui donne cette couleur si particulière. Des milliards de cristaux reflétant la lumière du jour en pleine nuit. On peut aussi en observer l'été, quand les courants d'air acheminent de l'air humide tout là-haut. C'est juste très rare de les observer à l'œil nu. Ils sont bien trop hauts, entre 75 et 90 km. C'est pour ça qu'un satellite spécial a été mis en place pour les traquer. L'ISS participe aussi. Ils en ont même repéré au-dessus de la Méditerranée. En 40 ans, ils sont devenus de plus en plus fréquents et surtout de plus en plus bas en latitude. Deux explications. Déjà, le réchauffement climatique et la fonte des glaces. Ça augmente la teneur en eau dans l'atmosphère. Mais aussi le lancement des fusées. Je vous jure, une équipe s'est penchée sur le sujet en comparant les heures de lancement avec les vues des satellites. Plus on lance de fusées le matin, plus ils apparaissent dans la mésosphère, mettant en avant l'impact de notre activité sur l'équilibre des événements du monde. J'adore la vidéo. Les arcs-en-ciel que vous ne verrez jamais. On sait tous comment ça fonctionne. La lumière passe au travers des gouttes d'eau, en changeant de milieu, elle ralentit et se déforme. La réfraction. C'est la même raison pour laquelle un crayon dans de l'eau a l'air tordu. Lorsqu'elle ressort, chaque couleur a été déformée et s'est séparée des autres. Ils peuvent prendre plein de formes différentes. Deux en parallèle, un cercle complet en altitude ou même une seule couleur. Mais certains sont encore plus rares, comme les arcs-en-ciel de feu. Regardez ça! Magnifique, hein? Pourtant, je suis prêt à parier que vous avez jamais vu ça. Normal, là encore, il faut des conditions bien précises. Déjà, pas de gouttelettes d'eau. Ici, c'est des nuages de glace, de minuscules cristaux sous forme d'hexagone. C'est eux qui séparent la lumière. Mais attention, s'ils sont pas parallèles au sol, vous verrez rien du tout. D'où leur vrai nom, les arcs circum-horizontaux. Et c'est pas tout. L'angle du soleil a son importance. 58 degrés au-dessus de l'horizon. Ça lui permet de rentrer par une des faces avant d'être redirigé vers le sol. Rien que ça, ça les rend totalement inexistants dans certains pays. Au nord de la première ligne, c'est impossible. Le soleil n'atteint jamais le bon angle. Entre les deux, c'est rare, et en dessous, vous avez de bonnes chances de tomber dessus. Même chose dans l'hémisphère sud. La période de l'année joue beaucoup. Si vous voulez tenter votre chance, visez l'été. Un soleil plus haut, plus longtemps. À Londres, il est optimal seulement 140 heures par an, entre mi-mai et fin juin. À San Francisco, c'est 670 heures, de fin mars à fin septembre. Si vous voulez pas attendre les beaux jours, vous pouvez le refaire chez vous. Prenez un verre d'eau presque rempli et placez-le au bord d'une table, proche d'un mur. En éclairant par en dessous, la projection apparaît. Faut juste être patient et trouver le bon angle. Avec un peu de chance, vous pourrez même en créer un inversé, un arc circumzénital. Par contre, impossible de reproduire l'une des formes les plus rares. Un nuage entier qui se transforme en arc-en-ciel. Pas n'importe lesquels, seulement 4 formes peuvent le devenir. Tous situés entre 15 et 25 km d'altitude. 2 fois plus haut que ceux qu'on voit tous les jours. Là-haut, les températures tombent à moins 80 degrés, créant encore une fois des nuages de glace. Quelle différence avec les précédents? L'épaisseur, entre 10 et 30 micromètres. Pour vous donner une idée, un globule rouge, c'est 6 à 8 micromètres. La couche est tellement fine que lorsque la lumière traverse, elle ne croise qu'une seule particule avant de ressortir. 2 grands maximum. Ça permet aux couleurs de séparer mais de garder toute leur intensité. Régions polaires, côtières, tropicales ou montagneuses, on peut les voir un peu partout tant qu'il y a assez d'humidité. Faut aussi attendre le bon moment, quand le soleil les éclaire, avec un angle entre 10 et 40 degrés. Ça peut demander beaucoup de patience, mais moins que ce qui arrive. Quand le ciel s'enflamme. Fire. Oh non, c'est bon, ils font chier avec les pubs là. S'en fout les gars. Impressionnant, hein? Quand un immense nuage se forme, les gouttelettes d'eau, les cristaux de glace et les particules à l'intérieur vont se percuter, créant petit à petit une charge électrique. Le haut du nuage devient positif, le bas négatif, créant un champ électrique qui s'étend jusqu'au sol. La foudre veut se libérer, mais elle se répand très mal dans l'air, c'est un isolant. Alors elle s'accumule encore et encore jusqu'à devenir plus forte. Des ions de molécules atmosphériques, chargées négativement, s'agglutinent, créant une échelle jusqu'au sol. La même chose se produit de notre côté. Des charges positives se font la courte échelle pour les rejoindre. Au moment où ils entrent en contact, tout se compense, tout redevient à la normale. Pas vraiment en fait. L'orage a peut-être évacué toute sa charge négative, mais il y a encore celle au sommet du nuage. Elle est prête à éclater. Et au-dessus se trouve la mésosphère. Comme c'est la plus haute couche, constamment bombardée de rayons cosmiques, créant d'énormes quantités d'électrons. Vous avez compris, quand un orage éclate, la même chose a lieu au-dessus, mais dans l'autre sens. Des phénomènes lumineux transitoires. Le plus connu, c'est lui, un farfadet. D'immenses éclairs rouges inversés qui font penser à des carottes ou des grosses méduses. La première fois qu'on les a enregistrés, c'est par accident. Une caméra embarquée à bord de la navette spatiale américaine en 1989. On les avait vus avant, mais c'est la première preuve officielle. En visionnant les images de leur passage au-dessus de l'Australie, ils remarquent ça.
Forcément, ça soulève de nombreuses questions. Qu'est-ce que c'est? Comment ils se forment? Est-ce qu'ils ont toujours été là? La réponse est oui. Ils sont juste trop hauts pour être observés. Entre 50 et 90 km d'altitude. Et la pollution lumineuse les efface du ciel nocturne. Même si vous avez de la chance, il faut pas cligner des yeux. À peine quelques millisecondes. Sur la vidéo spatiale, ils étaient visibles sur seulement 2 images. Depuis, on les a beaucoup étudiés. Avec plusieurs millions par an, il y a de quoi faire. On en aurait observé sur d'autres planètes comme Jupiter. Parfois, ils laissent derrière eux d'autres traces, comme les trolls. Des petites boules de lumière rouge avec une petite queue derrière elles. Ou des fantômes, une aura verte qui persiste dans leur traînée avant de disparaître. Avant 2019, on n'avait aucune idée de leur existence. Et c'est que les premiers de la liste. Plus rare, mais vous pouvez voir des jets, une décharge d'énergie qui s'échappe du sommet des nuages à plus de 100 km par seconde. Bleu et plus petit avec leurs 50 km de haut, il y a aussi une version miniature de seulement 20 km. Eux aussi, on les a découverts par hasard, pendant un vol de recherche de nuit à proximité d'un orage. Et bien sûr, la version boostée aux hormones, les jets géants, seulement au-dessus des orages océaniques. Plutôt lent au départ, ils se séparent pour atteindre 250 km par seconde. La chose la plus rapide qu'on connaisse après la lumière. Les autres phénomènes sont plus tranquilles. Les elfes, par exemple, d'immenses cercles lumineux rouges. L'énergie relâchée par l'azote après des impulsions électriques, 400 km de diamètre, mais à peine une milliseconde, observée dans les années 90 par une mission spatiale. Dans les années 2000, c'est les fées qui ont fait leur apparition. On n'a même pas trouvé d'archives tellement elles sont rares. Des petits flashs lumineux apparaissent au sommet des nuages orageux, 16 millisecondes chacun pour une centaine de mètres. Et le dernier, les gnomes. Un pic lumineux au sommet des nuages, 200 mètres de large, 1 km de haut mais aucune idée de sa couleur. Les seules traces qu'on a de lui, c'est sur des photos en noir et blanc. C'est quand même plus simple de prendre un abonnement CyberGhost VPN et de profiter de leur super offre. Clique sur le lien en description pour faire des économies tout en étant bien protégé. Même pour les scientifiques, le monde qui nous entoure regorge encore de mystères. On n'est pas à l'abri de découvrir de nouveaux phénomènes qui changeront les couleurs de notre ciel. On a déjà pu observer la formation de trous dans les nuages, ou carrément de vagues, créant une véritable mer. L'activité humaine peut aussi créer de nouveaux phénomènes, comme la formation d'anneaux noirs flottant au gré du vent, ou encore des spirales lumineuses en pleine nuit, le deuxième étage d'une fusée qui se détache et retombe en tourbillonnant, expulsant son hydrogène et son oxygène qui gèle instantanément. Des millions de cristaux de glace reflétant le soleil visible à l'autre bout de notre globe, créant une nouvelle merveille dans notre ciel. Alors, voix Crostil, Matar, rédaction Crostil. Ok, c'est bon, je m'étais pas trompé, c'est bien eux. La vidéo était cool, et d'ailleurs c'est la première vidéo que je filme avec PC. J'ai enfin réussi à savoir comment faire. Et cette fois-ci, je l'ai pas fait avec Windows G. Cette fois-ci, je l'ai fait avec les captures d'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Et bye tout le monde.